Bonsoir, bienvenue, nous sommes lundi et ce soir on va s'intéresser à l'environnement. Avant de parler d'environnement, on va se plier à cette exigence qui est quasiment une coutume. Il y aura une météo en tout début d'émission avec Gliss qui va parler de météo, qui va parler de température, mais qui va parler aussi d'autres choses qui n'ont absolument rien à voir avec la température et avec la météo. Et c'est un passage d'ailleurs obligé de la télé d'ici, c'est ainsi du lundi au jeudi, 18h30. On sera visité aussi par professeur, Mr. Fils Unique, qui ce soir va nous donner un cours de je ne sais quoi. Je ne sais pas si c'est un lien avec l'environnement, on le saura. L'autre sujet, ce sera le sujet du deuxième tableau de cette télé d'ici. En parlant environnement, on va parler du nouveau code de l'environnement. Tiens, on aura un invité, Eugène Zagré, docteur Eugène Zagré, pour être plus précis. C'est le directeur des affaires juridiques, notamment, et du contentieux au ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Avec lui, on va revenir donc sur ce qui a changé. Pourquoi on change ce qui existait déjà? Je sais que la précédente loi, elle date de 1996. Qu'est-ce qui n'a pas marché en ce temps-là pour qu'on décide de changer? Ce sera l'objet, évidemment, de l'entrevue qu'il nous accorde ce soir gentiment, ce lundi, dans la télé d'ici. Troisième volet, ce sera le live session, la rencontre d'un artiste plutôt habitué des instruments traditionnels, le balafon pour ne pas le citer, et un autre artiste plutôt DJ, qui est dans le DJing. La rencontre fusionnelle entre ces deux genres-là va donner quelque chose de plutôt original. Ce sera d'ailleurs l'objet du live session ce soir, en toute fin d'émission sur la scène de la télé d'ici. Inosa Kempe et Practica qui nous offriront d'apprécier ce qu'ils font de bien, d'intéressant, de surtout de novateur. Voilà, planter le décor. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire qui aura exactement 5 ans. Ce sera ce jeudi 12 décembre puisque la première diffusion, la première mise en air de NCI et de la télé d'ici, c'était donc un 12 décembre 1999, plus exactement, non, 2019. 99, Sonia n'était pas encore née, non? C'est ce que tu dis tous les jours. Oui, moi j'ai failli me... Oui, je j'étais pas encore née. Non, c'était en 2019. On fera une émission spéciale, on reviendra sur l'histoire de la naissance de NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, qui 5 ans après reste toujours une nouvelle chaîne. Ça va, Glisse? Ça va, 5 ans, ça passe vite. Hein. C'est vrai, ouais. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. C'est vrai. Surtout lui. J'ai beaucoup de mal à parler d'années, en fait. Quand j'entends vrai. 5 ans, je ne peux pas m'empêcher de calculer mon âge. Ah, c'est comme ça que ça marche chez toi? Oui, mais moi, forcément. Je pense avoir des cheveux blancs et tout. Ah bon, j'ai aperçu 2 petits... Cheveux blancs? Ah bon, déjà? Si ça se trouve, c'est aussi pour ça que je me rase. Ah, non, mais Yomo. Mais 5 ans, c'est vrai, c'est passé vachement vite. Très. Elle est de quoi, tu as dit? Yomo. Yomo. Tu as Tu connu connais? Yomo, toi? Oui. Ça existe toujours, non? Tu as connu ça où, toi? Ma mamie mettait souvent dans ses cheveux. Ah bon? Qui vendait ça? Au marché, on allait au marché. Les anangos? Ah bon? Ouais. Vous allez bien, messieurs et dames? On va parler environnement ce soir. Alors, ça peut paraître un peu technique comme sujet, ça peut paraître loin de nous, mais la vérité, non, puisque tout ce qui nous environne relève de l'environnement, pour ainsi dire et pour parler de façon très littérale. On va parler dans quelques instants avec notre invité, Dr Eugène Zagré. Il est le directeur des affaires juridiques et du contentieux. Ça fait peur aussi. Quand on parle de contentieux, ça veut peut-être dire qui a palabre. Palabre avec qui? Avec l'environnement? Avec l'écosystème? Je ne sais pas. Avec les gens qui maltraitent l'écosystème? Ah, peut-être. Parce qu'on s'est posé la question, est-ce qu'on reçoit le ministre? Non. On fait venir plutôt le directeur des affaires juridiques. Est-ce qu'il va porter plainte contre des individus en particulier? Ceux qui baissent la vitre de leur véhicule, de leur gros cylindré et jettent des sachets et des pots de bananes et des sachets d'arachide, de pots de bananes Blicit et Bill à travers la fenêtre, je ne sais pas. Peut-être qu'il portera plainte officiellement au nom de l'État de Côte d'Ivoire. Je n'en sais absolument rien. Mais surtout, moi, j'ai une question il y a longtemps que je voulais demander. Ceux qui écrivent interdit de faire pipi ici, sinon amende. Oui. Est-ce que si lui, contentieux, il doit avoir, c'est contre celui qui va faire pipi ou celui qui écrit sur les murs?
Parce que tu sais que les gens, pour protéger leur mur, ils vont mettre interdit de faire pipi, oui. sinon amende. Oui, donc C'est pas l'État. Celui qu'on doit poursuivre, c'est qui? C'est celui Mais qui a écrit il détériore l'environnement aussi. En écrivant ça? Oui, c'est vilain. Tu passes, c'est écrit en Gaïa, interdit. Mais c'est vrai, tu as raison, c'est de la pollution. C'est de la pollution. Maintenant, La est-ce pollution que... visuelle. Visuelle. Entre la Donc, pollution visuelle et la pollution malodorante et tout le reste, qu'est-ce les que deux même La devraient même chose. avoir C'est vrai? un procès. Parce que On est vraiment... d'accord si on Mais parle de pendant ravalement qu'on y est, de parlez façade. aussi de l'affichage sauvage, ce Bah qu'on oui. appelle l'affichage Ouais, sauvage. aussi. Donc, vous avez, quand il y a un concert ou un événement, on va placarder sous tout un pan C'est de la ça. chaussée. Voilà, concert, entrée, 2000 francs et tout, infoline. Mais Moi, ça, j'ai on- ma petite astuce pour lutter contre ça. Ça, c'est quoi? Ah bon? Tu fais Mais je ne suis pas le directeur des affaires juridiques. Ah. Donc, je laisserai Dr Eugène donne Zagré ça s'en au charger. Vous allez bien, mesdames? Ça va très bien, Cheikh. Parfait. On a eu jeudi dernier comme invité Aïcha Koné. C'est ça, jeudi dernier? C'est Dans ça. le cadre de LTI Tribute. Elle est passée, elle nous a raconté sa vie. On a essayé de comprendre sa vie. D'où est-ce qu'elle est partie? Officiellement, on est en droit désormais de retenir que sa carrière professionnelle a démarré en 1978. Ce qui met un terme donc au débat. Donc c'est plus de 45 ans de carrière. Elle a connu le succès en Côte d'Ivoire, dans la sous-région et une partie également de l'Afrique subsaharienne. Voilà, et on a tenu donc à la voir dans le cadre de la série de la télé d'ici Hommage. On lui a posé aussi la question de savoir pourquoi elle faisait constamment ses yeux comme si à l'époque. Pourquoi quand elle parlait avec beaucoup de... C'était un peu scénarisé. provocateur même et tout. Je pense qu'on a eu la réponse. Elle a dit qu'elle tenait ça de son père, qui était quelqu'un de... Les yeux de sa mère et calme, le les yeux de sa tempérament. mère et le tempérament de son père. Je dis, je n'ai pas connu ton père, Aïcha, mais voilà, et ton père ne pouvait pas faire ça. C'est le sujet de la prolongation. On retourne sur cette interview. C'est très canaille. Canaille. Ouais. Et j'ai été beaucoup plus battue par ma mère parce que Qui ne voulait pas que tu chantes déjà, ça c'est connu. non seulement, et puis elle avait peur que je sois une ratée parce que elle a quand même ses coépouses, de peur d'être dit, c'est... C'est ça, les enfants, Donc, les enfants des autres ont réussi, moi, ma fille est devenue... Donc, Ah. c'était les... Bon, j'étais canaille parce que, bon, je suis la dernière, c'est les caprices. Mais ma mère, par moment, elle me récupérait. Mais ça m'a... J'ai grandi avec ça, le respect d'autrui, du prochain, le respect des frères dans le quartier. C'est cela. L'éducation, à la base, y était. Mais c'est vrai que souvent, il fallait vraiment me suivre parce que pour un rien, je laissais les rails, quoi. Tu vois, mais en fait, ils chantent pas J'écoutais bien. les chansons, Ouais. les vinyles, Uh-huh. et j'arrivais à les interpréter. D'accord. Vu mon âge et tout, j'impressionnais déjà l'entourage. Donc, j'étais... Et quand j'ai été... Bon, j'ai menti à ma famille parce que pour entrer à l'Institut des Arts, quand j'ai vu M. Boncana à la télé, j'ai tout fait pour le croiser à l'Institut. Il était professeur. Et il fallait rentrer à l'Institut. Je me suis inscrite aux sections théâtrales, où j'ai eu les professeurs comme Thérèse Tabar, Sigiri Bakaba, Neba Bienvenue. Nous étions dans un ballet qu'on appelait les Filles du Soleil. Et à la répétition qui se faisait chez le doyen Amédée Pierre au Dopé, De dopé national. exactement, il y avait la pause. Et moi, j'avais remarqué le doyen qui jouait à son piano et qui chantait avec un micro à côté. Quand il a dit c'est la pause, on va se reposer, moi, j'ai remarqué les boutons. J'étais canaille. Hein. J'ai touché le bouton. Allô? 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 Ouais. Le micro. Et bon, je ne peux pas jouer au piano, donc je me suis mise à Guantanamera, Guaira, Guantanamera. Donc, Amédée qui sort, il dit, ah, qui a mis le micro en marche? On dit, ah, c'est la fille. C'est la Et fille, mes là, la copines fille disent, canaille, là. ah, toi, ma chatte, tu es bandite. Tu vas venir nous montrer ici encore. Donc, j'avais peur. Et Amédée me dit, viens. Et il s'est mis au piano. C'est bon. Il dit, chante. J'ai chanté Guantanamera, Malaika. Il dit, ah, mais
tu peux chanter? J'ai dit, oui, moi, j'ai envie de chanter. Mhm. Il me dit, samedi, tu peux venir? J'ai dit oui, mais je savais que si ma mère savait ça, C'était chaud. Mais ta première apparition, quand ta maman réalise que tu l'as trompé tout ce temps, bon, C'était à elle quelle m'a vu occasion? à la télé, il te voit à la télé. M. Benson qui m'a invité parce que ce jour-là, samedi, au dopé, il était là. OK. Et quand, pendant la pause, le grand frère Amédée m'a présenté au public, voilà une découverte et tout, elle va chanter Guantanamera, Malaika, oh. Le public dit, ah, on est venu danser ça, là, on ne veut pas. On ne veut pas de ça. Mais il m'a dit, chante, chante. Et M. Benson était là ce jour-là. Et c'est comme ça qu'il te repère. Il me dit, viens me voir au bureau. Mhm. Donc je viens avec ma cousine. Et M. Bonkana qui était là, il a dit, Bonkana, il faut l'écouter. Et quand Bonkana s'est mis au piano, il m'a écouté. Il a dit à Nelson, on peut tirer quelque chose de cette petite-là. Mhm. Et c'est comme ça que ça. Et c'est comme ça. Ma mère est très, très musulmane. Ok. Donc, une femme qui s'expose, qui chante, non, elle ne voulait pas. Et puis, bon, c'est un jour, mon papa, parce que je faisais des fugues, j'allais chez l'oncle, la petite maman. Bon, mais quand je rentrais le soir, j'aimais beaucoup rentrer sous le lit de la seconde épouse à mon papa. Tu te cachais là-bas, quoi. Oui, et Voilà. puis quand on venait à Bémé, elle dit non. Et le où? On me faisait manger en bas et tout. Ah, Bon, sérieux? mes petites mamans m'ont beaucoup OK. aidé. Bon, c'est un jour mon père qui a dit, ah, il faut qu'on évite de l'effrayer et tout. Elle peut vraiment faire une fugue et puis bon, C'est ça. ça sera la catastrophe. Ça, il n'y a pas de chanteur dans la famille, ça va lui passer. Donc laissons-la faire. Effectivement, ça dans t'a passé l'essai, parce là. que 45 ans, C'est dans le laisser là, vraiment, ils m'ont laissé. c'est ça. C'est parti comme ça. Mokolon kalalendi, bola bambali kalalendi, nikala bodigila, sumana kula naya tukema. Mokolon kalalendi, bola bambali kalalendi, nikala bodigila kasa, sumana kula naya tukema. Sua, kelema. Mokolo kandi kelema, chuka chuka, kelema molo kolo fulu kelema, kelema mokolo kandi kelema. Koye baya yukuba, Shakira la baya yukuba, koye baya yukuba, Mama Africa baya yukuba, shofe. Sagara, 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 ah. Baya yukuba, baya yukuba, baya yukuba, baya yukuba. Mama Africa, Mama Africa, muso tafani, muso muso muso, muso tafani. Muso, Safani, Muso, Derakata, 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 Atara, 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 Aïcha Koné, l'invitée de la télévision Tribute, jeudi dernier. Et en intermède musical, de jeunes artistes lui ont rendu hommage. Daphné, Axel de la T-Band
et retouche sur la toute dernière prestation. Alors, je ne sais pas si c'est l'euphorie du live ou quoi, mais je sais qu'Yvonne Labaya, je n'ai pas compris. Jusqu'aujourd'hui, Mais ça va, toi, bruit de je n'ai Baya toujours te pas plaît. compris. Je pense que c'est dû à ton bruit de Baya qui te fait toujours... Le bruit de... Baya, tu te rappelles, la dernière fois de Didi et moi, oui. Didi et moi, donc c'est peut-être pour ça, en hommage à ça. Non, en gros, c'est une façon de dire que les hommes aiment bien. Ah, c'est Non, peut-être il veut ça, dire que lui, il effectivement. n'aime pas. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah, d'accord, donc chaque Yvonne Baya, Ouais, Yoruba. tous les hommes aiment Je dis- bien je les chante, bayas. Je dis boucle d'oreille glisse, boucle d'oreille des glisses. Oui, toutes les femmes aiment les boucles d'oreilles, mais comme Glisse est là spécialement, glisse, boucle d'oreille, tu vois. Ah, ok. Il n'y a pas de problème. Si tu as la parole, on te la laisse. Mais en vrai, cette chanson, elle a de la magie, hein, Baya Yokuba. C'est vrai? Ouais. Moi, j'aime trop, ça fait toujours bouger. C'était une très belle émission, j'y étais Franchement. Ah, c'est vrai, t'étais pas là. Ah, Beaucoup c'était... d'émotions. Non, franchement, beaucoup, beaucoup. Elle n'a pas beaucoup. pleuré? Aïcha, non, elle a dansé. Non, elle n'a pas pleuré. Non. Elle a plutôt ri. Elle a beaucoup ri. Beaucoup ri. Ah, Il y avait de belles anecdotes aussi. ok, super. Mhm. Un peu de météo, madame, pour Si, commencer. si. Yes. Ah, alors Abidjan a transpiré beaucoup d'événements ce week-end. Alors, il y en a pas mal. J'aurais pu vous parler du tout premier palais de la culture de Didi Yéman qui était très, très électrique. Il y a eu beaucoup d'émotions aussi. Ou vous parler par la suite du lancement du nouvel album de Espoir 2000, Tableau Blanc, dont on dit beaucoup, beaucoup de bien. Ou encore vous parler du mariage de Ariel Chenet, de Nadia Sabé, qui fait partie des mariages les plus attendus de cette fin d'année, qui était une très, très, très belle célébration. Donc ce samedi-là, dans une salle très cossue en zone 4. Où vous parlez aussi du concert de Bordeaux Likonfa qui s'est tenu hier au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. De Bordeaux qui a encore confirmé qu'il est le maître du live, le maître des scènes, mais non. Je vais plutôt vous parler de 3 événements, très brièvement, mais des événements qui ont un connecteur logique ensemble. C'est celui de l'excellence et de la célébration de la femme, mais par les femmes. Alors vous avez peut-être dû passer à côté de ces 3 événements-là ce week-end, mais je suis là pour vous faire la séance rattrapage, comme on dit. Alors, le tout premier événement, il se lance, il n'a pas encore eu lieu, il aura lieu courant juin prochain. Alors, il est organisé par Bomba Amisara, qui est chanteuse et qui a décidé de porter une nouvelle casquette, celle de la promotrice de la femme. L'événement s'appelle Femmes inspirantes. C'est la célébration de l'excellence au féminin à travers ce projet-là. Elle veut soutenir l'entrepreneuriat féminin, encourager l'innovation et la croissance économique en Côte d'Ivoire, mais aussi au-delà. Il y aura une cérémonie de remise de prix aux femmes qui osent. Il y aura des panels et donc un dîner gala courant juin prochain. Elle a lancé cet événement au cours d'une cérémonie, d'une conférence de presse. Voilà. Alors, le second événement, c'est Réussite by Adonicam. Je suis sûre que vous ne la connaissez pas, parce que c'est un peu une anonyme, mais qui vient de faire sa grande entrée dans les médias et dans le milieu des événements. Alors, l'excellence a guidé un petit peu sa route vers la salle des fêtes du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire à travers déjà un panel sur comment réussir, comment créer sa propre histoire. Et dans la soirée, il y a eu un dîner gala pour célébrer des femmes, parmi lesquelles ont été récompensées Yves Doro, Edith Brou et Danielle Lidegwe et Poussissé. Justement, Danielle Lidegwe est notre dernière femme sur la liste. Danielle organise depuis 2 années successives maintenant un gala dénommé Une nuit pour une destinée. Alors, c'est un gala de charité qui est organisé pour faire une levée de fonds pour la construction à Djokwe d'un centre d'accueil et de formation pour les femmes et filles victimes de violences et de fistule utérine. Elle en fait son cheval de bataille depuis des années maintenant, Danielle Lidegwe. Et donc, c'est un gala qui a réuni la crème de la crème. On a pu y voir notre DG avec un petit trophée, à Salfo également, et voilà, et toute la sphère showbiz. Donc en gros, je suis sûre que vous êtes peut-être passé à côté de ces 3 événements-là, dont la particularité était la célébration de femmes excellentes par les femmes. On leur dit bravo. En ce qui concerne la météo, on a reçu cette annonce-là, que 2024 est officiellement l'année la plus chaude jamais observée, avec un 1,5 Celsius de réchauffement moyen. Alors, c'est un niveau historique qui pourrait perdurer ces prochains mois avec des températures mondiales attendues, proches de record début 2025. C'est un certain Julien Nicolas, scientifique au C35, qui l'a annoncé. Alors, il y avait un phénomène qu'on devait attendre qui s'appelait Niña, par opposition à Nino. Nino, c'est plutôt la chaleur qui souffle. Niña, c'est un mouvement de refroidissement. Mais c'est pas sûr que Niña va arriver cette année. Donc, il faut s'attendre à ce que 2025, en tout cas les premiers mois de 2025, s'annoncent très, très chaud encore une fois. Tu as peut-être un petit commentaire à faire là-dessus, Cheikh, ou pas? Qu'il y aurait Ninita. Nino. Niña.
Nino. Alors, La femme réchauffe, refroidit. C'est ça. ouais. Là où l'homme a gâté le coin, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais en général, c'est ça. Hein. En C'est général, l'histoire de c'est la vie. personne qui découvre le mouvement en question. C'est son nom qui est attribué, en fait. Donc, c'est un certain Nino qui a découvert. Et comme l'autre est un peu... Pas l'artiste, hein. Non, non, pas le rappeur. Pas le rappeur. Donc, on revoit là. Une petite citation pour vous. Yes. Ah, j'ai bien aimé celle-là. À quoi bon faire une tentation alors qu'il suffit d'aller au marché? Je suis pas d'accord avec ça. Non, moi, je suis pas d'accord du là, non. Pourquoi? Aïe. On va au marché. La mais À plantation. quoi bon faire une place? Si nous tous on va au marché, Allons qui au plante? marché. Mais- Tu veux cuisiner aujourd'hui, là. Oui. Tu vas planter ça va. Oui, mais si tout le monde décide d'aller au marché, qui cultive? Bon, à la allons au fin? marché, allez, c'est plus vite. C'est ça que tu as décidé de nous servir ce lundi. Mais elle va nous expliquer le En sens, plus, c'est alors, quoi le C'est une sens? citation du lundi, hein. Tu sais que les lundis, c'est très dur. C'est vrai. T'as C'est pas, vrai t'as pas envie d'aller à la plantation, en vrai. D'accord. Merci Lundi, tu beaucoup, vas bien Glisse. au marché. Météo à retrouver tous les soirs dans la télé d'ici sur NCI. Alors, Sonia qui a une autre info pour nous. Ouais, Une information, importante. hein. Capitale même. c'est vrai, capitale. Ouais. C'est-à-dire que sans ça, cette émission ne peut se tenir. Ouais, je pense. C'est vrai Mm. OK. Juste après ça. Alors, l'actualité qui résonne partout en ce moment, c'est celle de l'Australie. Le gouvernement australien vient de proposer une loi historique interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, sans aucune dérogation possible, même avec l'accord parental. Une décision qui... T'as vu le sourire de chèque? On peut remonter un peu. Je remonte. Le volume. Jusqu'à 35, c'est bon. Une décision qui soulève des questions dans de nombreux pays, y compris dans des pays africains où l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes explose. En parallèle, l'Organisation mondiale de la santé a publié un rapport alarmant. En 2022, 11% des adolescents dans le monde montrent des signes d'addiction aux réseaux sociaux, contre 7% en 2018, une augmentation qui n'épargne pas l'Afrique où l'accès au numérique grandit à un rythme exponentiel. Donc, selon l'OMS, 36% des jeunes sont connectés en permanence, un chiffre qui atteint 44% chez les filles de 15 ans. En Afrique, 8% des adolescents présentent des symptômes d'addiction numérique, un chiffre qui grimpe chaque année avec la démocratisation des smartphones. Les adolescents africains passent en moyenne 3 heures par jour sur les réseaux sociaux. En 2022, 45% des jeunes africains possédaient un smartphone, un chiffre en forte croissance. Environ un enfant sur 5 en Afrique subsaharienne a accès aux réseaux sociaux avant 13 ans, souvent via le téléphone d'un proche. Les conséquences de cette hyper-connexion provoque des troubles du sommeil et de la concentration, une augmentation des cas d'anxiété, de dépression et de cyberharcèlement, une surexposition à des contenus inappropriés, souvent sans contrôle parental. Donc ce que moi je me suis demandé, c'est est-ce que finalement l'Australie ne serait pas l'exemple à suivre? Donc j'ai fait semblant de lire un tout petit peu le texte de loi et j'ai sorti 3 points. Donc, interdiction complète des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, suppression des comptes existants pour cette tranche d'âge. Donc, si déjà des jeunes de moins de 16 ans avaient déjà des comptes, ces comptes seront supprimés. Mise en place d'un système de vérification d'âge ultra sécurisé. Donc, cette initiative a fait écho dans certains pays. Donc, en Chine, un couvre-feu numérique interdit aux jeunes de moins de 18 ans de se connecter entre 22h et 6h du matin. Une limitation stricte du temps en ligne en fonction de l'âge, donc qui varie entre 40 minutes et 2 heures par jour. En France, interdiction de s'inscrire, en tout cas sur les réseaux sociaux, avant 13 ans, avec un consentement parental requis jusqu'à 15 ans. Loi en 2023, une loi prévoyant une majorité numérique à 15 ans en attente d'approbation européenne. En Espagne, un projet de loi pour fixer l'âge minimum à 16 ans avec contrôle parental est en tout cas en train d'être voté. Aux États-Unis, plusieurs États comme la Floride interdisent l'accès aux moins de 14 ans. Les adolescents de 14 à 15 ans ne peuvent s'inscrire qu'avec l'accord des parents. Donc en Afrique, des initiatives sont encore limitées, mais les préoccupations grandissent. J'ai vu qu'en Côte d'Ivoire, des programmes pilotes dans certaines écoles promeuvent une utilisation responsable des outils numériques. Au Kenya, un projet de loi en discussion vise à interdire l'accès aux réseaux sociaux avant 13 ans. En Afrique du Sud, une campagne nationale sensibilise les familles aux dangers de l'addiction numérique. Cependant, la réalité africaine est unique. Donc, l'accès précoce aux réseaux sociaux est souvent facilité par le partage de téléphone. Je pense que quand on était tous jeunes, on utilisait le téléphone de notre maman quand elle n'était pas là. On envoyait nos messages. Ah, moi j'utilisais. Et puis, quand je finissais, j'efface. J'ai dit, il ne faut pas répondre, ma maman va lire. On a tous fait ça. Le contrôle parental reste limité avec un manque de sensibilisation des familles aux dangers en ligne. Donc, j'ai essayé de voir ce que disaient les experts dessus. Donc, j'ai lu quelques rapports. Les psychologues disent que l'addiction aux réseaux sociaux provoque des symptômes similaires à ceux des drogues,
comme l'impossibilité de décrocher ou un sentiment de vide en l'absence de connexion. Et les sociologues disent que les plateformes ne favorisent pas seulement l'isolement, mais créent aussi une pression sociale intense, exacerbant les complexes et les troubles identitaires. D'où le fait que beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent s'adonner à la chirurgie esthétique, au blanchiment dentaire et tout ce qui ne devrait pas être fait à certains âges. Alors après, les réseaux sociaux exposent aussi au cyberharcèlement et à la désinformation parce que d'après les psychologues, les adolescents sans outils critiques solides sont facilement influencés par des fake news ou des contenus polarisants. Alors face à ces défis, plusieurs pistes émergent donc de l'OMS et de plusieurs sociologues et organisations. Donc renforcer l'éducation numérique, donc intégrer des cours sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux dès l'école primaire, sensibiliser les familles, donc lancer des campagnes communautaires adaptées pour informer les parents au risque des réseaux sociaux et puis encourager les plateformes locales, développer des alternatives africaines avec un meilleur contrôle des contenus. Donc comme Cheikh souriait, je me demande qu'est-ce qu'il faudrait faire en Afrique parce qu'on se rend compte que nos petits frères sont de plus en plus jeunes sur ces plateformes-là. Est-ce qu'il faut aussi interdire ou bien donner un âge limite pour pouvoir s'inscrire sur ces réseaux sociaux? Est-ce que... Non, j'ai même pas encore fini de sourire, tu as déjà répondu. Je suis quelqu'un de souriant naturellement. C'est vrai. Donc, est-ce qu'il faudrait aussi, nous aussi, limiter donc à 16 ans, 18 ans? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les jeunes s'adonnent de moins en moins aux réseaux sociaux? Parce que, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, les contenus très sexualisés, en fait, la plupart viennent des jeunes. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est une question que je... Bon, j'aimerais bien qu'on pose plutôt la question à quelques 2-3 personnes dans le public. Qui veut donner son avis? Qui est-ce que ça intéresse de juste donner son avis sur le sujet? Comme ça, pêle-mêle. Qui? Vous voulez intervenir? Elle sourit comme moi, donc je vais lui passer le micro. Vous vous présentez et vous nous dites ce que vous pensez de ça, de cette décision, par exemple, de l'Australie d'interdire l'accès aux réseaux sociaux aux enfants âgés de moins de 16 ans. Vous en pensez quoi? Vous vous présentez? Ouais. C'est Kwame Aya Estelle Ornula. Moi, je pense que c'est une bonne initiative. Et en Afrique, on devrait suivre ça. D'abord, il faudrait sensibiliser les parents. Et puis qu'ils passent plus de temps avec les enfants pour que les enfants ne se sentent pas seuls au point de vouloir un téléphone pour se divertir. Merci. D'accord, parfait. Parfait, C'est son avis. Un autre avis peut-être, je ne sais pas, qui veut réagir par rapport à ça? Pour vous, c'est une bonne chose? Est-ce que 16 ans, c'est peut-être tard? Il faut peut-être interdire, je ne sais pas moi, à partir de 18 ans, 20 ans, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vos avis m'intéressent. J'ai vu un garçon plutôt calme, il n'est pas souriant. Lui, c'est tout mon contraire. Dans le dos de Sonia, il va se présenter, le micro, et il va se... Juste dans le dos de Sonia. Premier rangée. Celui qui ne veut pas parler du tout, là, non? Là, voilà. Ah. C'est ça, exactement. Ah, oui. Allez. Bonsoir, je me nomme Diallo Mohamed Lamine. Ouais. Bon, je pense que c'est une bonne initiative. Vous passez combien de temps, vous, sur les réseaux sociaux? Ah. Voilà. Une question 4 heures, peut-être. Ouais, non, mais attendez, il se prononce. Hein? 4 heures, mais pas 4 heures d'affilée. Non, oui. En cumul. Oui. Sur quelle plage horaire, généralement? Vous vous connectez à quel moment? Ou c'est permanent? À partir de 21h à minuit. 21h à minuit. Oui. Ça veut dire que vous ne regardez pratiquement pas la télé? On dit de temps en temps, à midi. Ouais. Sinon, d'accord, non, c'est son avis. Moi, je respecte son avis. D'accord, OK. Allez, dernière rangée, justement, elle veut intervenir. On va lui passer le micro. Elle va se présenter aussi et nous dire ce qu'elle pense, justement. Moi, c'est Guibé Muriel. Moi, je crois que c'est une bonne initiative parce qu'à cause des réseaux sociaux, il n'y a plus de familiarité qu'il y avait auparavant. D'accord, il n'y a plus de familiarité. Donc, on ne socialise pas. Voilà, OK. Au lieu de s'asseoir, discuter avec ses copines et tout, non, on est plutôt chacun sur son téléphone. Génération tête baissée. D'accord, OK. On a bien noté. Merci pour cet avis. Peut-être un dernier avis. On va équilibrer les choses donc de ce côté-ci. Voilà. Jusque-là, tous ceux qu'on a interviewés ne portent pas de lunettes. Donc, on va prendre la seule qui porte des lunettes. Hein, faut pas qu'on dise que on ne pense pas aussi aux gens qui portent des lunettes. Je me nomme Diara Omokousou. Pour moi, je peux dire que je suis pour et contre. OK. Parce que c'est une bonne initiative aussi, car ça permet de familiariser les liens, comme elle a dit. Mais contre le fait que les gens aussi, on interdit carrément le téléphone portable au moins de 16 ans. Parfois, tu peux être dans la rue comme ça. Tu n'es pas encore rentré, il fait tard. Les parents s'inquiètent. Mais si tu n'as pas un téléphone, comment les rassure? Oui, mais tu pourrais avoir un téléphone, mais pas un smartphone. Par exemple, un téléphone qui ne te donne pas accès aux réseaux sociaux. Ça peut tomber dans l'eau. Ça peut tomber quoi? OK, merci. Très bien.
Bon, allez, c'est bon. Merci pour vos avis respectifs. Sonia, ça complète un peu ta chronique. On marque une pause, on sera rejoint dans quelques instants par Dr Eugène. Il est le directeur des affaires juridiques au ministère de l'Environnement, de la transition écologique. Avec lui, on va évoquer le nouveau code de l'environnement. Déjà, si on parle de nouveau, ça veut dire qu'il y avait un ancien code. Que disait l'ancien? Pourquoi on passe de l'ancien à un nouveau? Est-ce à dire que l'ancien est caduc? Je n'en sais absolument rien. Ce soir, il a la parole. On va l'écouter religieusement. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici en ce lundi. On va à présent ouvrir le chapitre consacré à l'environnement. La Côte d'Ivoire qui a adopté, il n'y a pas longtemps de cela, le nouveau code de l'environnement qui succède à celui qui date d'il y a environ une vingtaine d'années. En 1996 plus exactement, un code qui fixait ou qui régissait la vie dans l'environnement. Ça, c'est pour parler de façon très profane. Ce soir, on a Dr Eugène Zagré, qui est le directeur des affaires juridiques et du contentieux au ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Merci beaucoup d'être là, docteur. Merci beaucoup. Question toute bête. Qu'est-ce qui n'allait pas dans l'ancien code pour qu'on décide de changer, ou de l'adapter, ou de le relifter? Merci beaucoup. À l'entame de cette émission importante, je voudrais remercier, en tout cas, les autorités, en particulier le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Assaouré Konan-Jacques, qui nous autorise à être sur ce plateau. Et puis remercier les autorités de cette télévision importante, n'est-ce pas, qui nous donne une opportunité d'expliquer le nouveau texte. Alors, revenons donc à la question que vous avez posée, pourquoi avoir changé le texte? L'ancien texte, évidemment, comportait des insuffisances. Et ce sont donc ces insuffisances qui ont justifié la prise d'un nouveau texte pour l'adapter aux nouveaux enjeux environnementaux. Ces insuffisances portaient sur la question du changement climatique, donc de la lutte contre les effets néfastes du changement climatique, l'implication des collectivités, des associations et même des individus dans, n'est-ce pas, la lutte pour la préservation de l'environnement. Il y avait également les questions de gestion écologiquement rationnelle des déchets, dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est cela. Il y a également la question de la fiscalité environnementale. Donc, autant de questions qui ont justifié la prise d'un nouveau texte pour l'adapter donc au nouveau contexte, n'est-ce pas, aux nouveaux enjeux environnementaux au niveau... Puisque vous parlez des nouveaux enjeux, on va y aller pas à pas. Moi, j'ai donc un document synthétique qui, globalement, présente un peu ces innovations-là. Les innovations majeures, alors au niveau des dispositions générales, le nouveau code de l'environnement intègre de nouveaux concepts comme le changement climatique, vous l'avez dit, la compensation écologique, l'économie circulaire, l'éducation environnementale, l'empreinte écologique et l'évaluation environnementale et sociale stratégique. Je propose qu'on aille step by step, point par point. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par économie circulaire, déjà? Bon, pour dire simple, c'est la réutilisation, n'est-ce pas, des objets, par exemple, des instruments qu'on fabrique, leur réutilisation. C'est-à-dire, par exemple... Ce qu'on entend aussi par recyclage. Le recyclage. Donc, c'est une économie donc, qui va permettre de réutiliser, n'est-ce pas, les éléments qui avaient déjà été utilisés, mais en les valorisant. D'accord. Qui doit les valoriser? Ce sont les opérateurs privés et non le gouvernement et non l'État de Côte d'Ivoire. On est d'accord? Oui, mais tout cela, c'est encadré par l'État. Mais ce sont les entreprises qui, donc, créent des structures pour la valorisation. D'accord. Voilà, de tous ces... Et concrètement, c'est quoi? Parce que ça se faisait déjà. Il existe déjà des entreprises qui font du recyclage. Quand vous parlez d'encadrement, ça veut dire quoi? Vous avez constaté qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, peut-être? Non, mais l'encadrement, ça veut dire que l'encadrement, il peut être à plusieurs niveaux, mais l'encadrement dont il s'agit dans le code, c'est la réponse juridique. Donc, l'encadrement juridique, n'est-ce pas, à travers des tests qui permettent, donc, n'est-ce pas... de dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Jusqu'où on peut aller et jusqu'où il ne faut surtout pas aller. Vous parlez aussi de compensation écologique. Bon. Est-ce dans le même ordre d'idée?
Oui, c'est effectivement dans le même ordre d'idée. D'accord. Voilà. Éducation environnementale, ça m'intéresse à titre personnel. L'éducation environnementale, le nouveau code précise qu'il faut donc une éducation environnementale pour arriver à une conscience écologique. Voilà, donc déjà au niveau des curricula, dans les écoles, il faut instaurer, n'est-ce pas, l'étude des textes qui donc permettent de connaître l'environnement. L'environnement qui serait différent des sciences de la vie et de la terre, hein, on est d'accord. Non, c'est différent. Bon, donc, je voudrais définir ce qu'on entend par environnement. Donc, l'environnement, il y a deux composantes. L'environnement humain, c'est le cadre de vie, l'aménagement du territoire et le cadre de vie. Et puis, il y a l'environnement naturel. Naturel, on a les matrices environnementales que sont l'eau, l'air, le sol, mais il y a également les questions de biodiversité. Donc, c'est toutes ces questions-là qu'il faut donc, enseigner à l'école dès le bas âge. Vous dites il faut, c'est une exigence légale? C'est une obligation. C'est une obligation. C'est une obligation, n'est-ce pas? Puisque c'est devenu un droit pour les populations. Il y a le droit à l'éducation, mais il y a également l'exigence que l'État a, n'est-ce pas, d'enseigner, d'encadrer, de former, n'est-ce pas, les personnes sur ces questions environnementales. Sonia? Est-ce que dans ce texte de loi, vous mettez quand même la mention attention aux écoles? Parce que je me rappelle que quand on était plus jeune à l'école, pour prendre soin de notre cadre de vie, on nous obligeait à balayer l'école, à nettoyer, à faire ceci, alors que ce n'était pas forcément le boulot des étudiants, des élèves de le faire. Est-ce qu'il y a dans le texte de loi, il y a une clause pour ça? Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Parce qu'il y a un aspect qui est consacré aux droits fondamentaux et aux obligations. Et c'est à ce niveau-là qu'on indique clairement qu'il faut une éducation dans ce sens-là. Mais en même temps, il y a la question de la coercition. C'est-à-dire que si vous ne respectez pas ces exigences, vous encourez des sanctions. Par exemple, si vous brûlez, par exemple, des pneus, du plastique à l'air libre, sans aller dans les structures qui sont agréées pour le faire, mais il y a donc des sanctions pour cela. Un citoyen qui constate ça, qui constate que tous les soirs dans le quartier, il y a quelqu'un qui brûle de l'herbe sèche ou des pneus, il faut faire quoi? Il faut informer l'administration, c'est-à-dire le ministère de l'Environnement. La police peut-être? Parce que si je pose la question à tous ceux qui sont présents ici, ils ne sauraient pas dire où est le siège, où sont les bureaux du ministère de l'Environnement. Tout le monde sait au moins qu'il y a un commissariat et un arrondissement pas loin. Oui, on peut le faire à la police, mais l'une des raisons pour lesquelles nous voulons, n'est-ce pas, mettre en place une police de l'environnement, c'est que ce sont des questions particulières qui nécessitent, n'est-ce pas, des connaissances spécifiques. Par exemple, si vous allez voir un policier, il est possible, je ne dis pas que c'est dans l'absolu, mais il est possible qu'il ne sache pas que poser cet acte-là, c'est grave, puisque lui, il est habitué à voir des gens... Mais il faudrait donc peut-être éduquer aussi notre police. Il faut, justement. Par ailleurs. Il faut l'éduquer, mais nous avons en chantier, n'est-ce pas, la mise en place d'une police de l'environnement, qui sera une police qui va connaître ces règles-là, qui va avoir ses capacités pour pouvoir Et une police faire qui va aller appliquer. partout? Parce que des fois, on a l'impression qu'il y a des zones qui ne sont pas forcément accessibles, des zones qui sont exemptées de contrôle. À Abidjan, on a des villages, parce qu'on est quand même à Abidjan, j'ai l'impression qu'au niveau des villages, il n'y a pas vraiment de contrôle en fait à ce niveau-là. Qu'ils ont leur propre État dans la ville, pardon. Non, dans l'absolu, l'État doit avoir un contrôle sur toutes les parcelles et donc sur tout le territoire. Donc, ça peut être des faiblesses, mais ce n'est pas systémique. C'est-à-dire, je veux dire que ce n'est pas l'objectif de l'État, mais il peut y avoir des situations où, effectivement, soit la police n'est pas suffisante en nombre pour aller dans ces quartiers-là pour faire ce travail. Alors, donc qui est-ce qu'il faut appeler? Est-ce qu'il y a un numéro vert pour joindre, par exemple, le ministère de l'Environnement quand on constate des choses qui vont à l'encontre de la préservation de l'environnement? Bon, je pense que c'est une idée que vous suggérez, que nous allons prendre en compte. Mais déjà, nous avons, le ministère est au plateau, à la tour A, au premier étage. Oui, mais celui qui constate ça à Nibilekrou, il vient jusqu'au plateau? Non, on a des directeurs régionaux dans les différentes régions. D'accord, très bien. C'est par ce système-là qu'il faut... Donc, qu'est-ce Alors, qu'on fait? la brigade environnementale, la brigade... Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On doit faire un courrier et tout ça? Vous choisissez, aujourd'hui, on a plusieurs façons de communiquer avec l'administration. Ça peut être un courrier, ça peut être... on a un site au niveau de l'administration, on a les locaux qui sont connus dans
au niveau des régions, nous avons des démembrements comme toutes les autres administrations. Il faudrait peut-être songer à voir aussi, comme le fait par exemple Police Secours et bien d'autres plateformes, sur les réseaux sociaux, de façon à ce que des témoins oculaires de situations qui vont à l'encontre de la préservation de l'environnement et de la biodiversité puissent poster ne serait-ce que des photos ou des vidéos et comme ça vous réagissez tout de suite. Ça pourrait être aussi, je pense, une approche louable. Oui. Vous avez parlé de la brigade environnementale. Ce n'est pas nouveau. Oui. Jusque-là, ça s'est fait peut-être à l'échelle communale, à l'échelle des villes et tout. Est-ce que là, c'est une initiative qui sera nationale? Si oui, combien de personnes vont composer cette brigade-là? Parce qu'il faut quand même qu'elle fasse peur aussi, cette brigade. Oui, mais je pense que effectivement, il y avait des polices sectorielles. Des polices sectorielles qui adressaient la question. Mais aujourd'hui, l'idée, effectivement, c'est de créer une institution plus robuste. D'accord, l'idée. Donc, pour l'instant, on est au stade d'idée. Rien n'a encore été implémenté. Non, si. C'est-à-dire que le but de cela, puisque la loi elle-même prévoit déjà, elle a déjà créé la police, il s'agit maintenant, n'est-ce pas, de trouver les attributions, l'organisation et le fonctionnement. Et je pense que le projet est déjà très avancé. Je pense que jusqu'à la fin de cette année, si tout se passe bien, normalement, cette police-là devrait être mise en place. On va feuilleter ensemble. D'accord. On va feuilleter ensemble les autres points importants, évidemment, de ce nouveau code de l'environnement. Oui. Marquons une pause. Ça vous donne le temps aussi de vous oxygéner. Vous avez de l'eau, hein, ce n'est pas juste pour la forme, hein, le bug est juste devant vous. Allons à la pub. On parle environnement ce soir, spécifiquement le nouveau code de l'environnement avec Dr Eugène Zagré. Il est le directeur des affaires juridiques et du contentieux au ministère de l'Environnement, du développement durable et de la transition écologique. Donc on revient step by step sur ce code-là pour essayer d'en cerner tous les contours. Alors, vous dites qu'un accent, sinon une attention particulière sera mise sur la protection des montagnes et des mangroves. C'est intéressant ça. Oui. Vu leur rôle au niveau donc, du changement climatique, par exemple, les montagnes, c'est des études ont été faites qui démontrent que leur présence a un impact sur la question du changement climatique. Les mangroves également, c'est-à-dire l'image que je donne, c'est que au niveau des fleuves, vous voyez bien aux abords des fleuves, il y a des arbustes qui sont là, c'est ça les mangroves. Les mangroves ont un rôle important dans la reproduction des poissons. D'accord. Voilà, donc ce sont des aspects extrêmement importants qui contribuent donc à la préservation de l'environnement. Vous avez vu que même au niveau de la Côte d'Ivoire, cette année, à une certaine période, le ministère des Affaires halieutiques, n'est-ce pas, interdit la pêche. C'est pour permettre, n'est-ce pas, à ces espèces-là de se reproduire. C'est cela. Donc tout cela participe de la régulation, n'est-ce pas, de l'environnement. Vous parlez de régulation, vous avez parlé de coercition, vous avez parlé, allez, on va dire, je faillis dire de réprimande, non? Oui. Venons quand même aux sanctions. Oui. C'est assez lourd. Alors, il y a les sanctions administratives qui sont prévues, avertissement, mise en demeure, suspension de l'activité, fermeture d'établissement. Oui. Il y a les sanctions pénales, donc des peines d'emprisonnement allant de 1 mois à 20 ans pour les infractions graves. Oui. Vous mettez quoi dans la liste des infractions graves, par exemple? Oui, dans les infractions graves, il faut voir tout ce qui concerne les pollutions à partir des produits chimiques, par exemple. On a ici l'exemple du Probo-Koala. C'est cela. Voilà, donc à partir de cet exemple-là, on voit bien que, et cela, c'est en adéquation avec la tendance au niveau international. Je l'ai à plusieurs reprises indiqué. J'ai pris l'exemple d'une société pétrolière qui avait créé une marée noire dans le golfe du Mexique et ils ont été condamnés à payer 10 000 milliards de francs CFA. 10 000 milliards. Ici, les sanctions les plus importantes... Près de 75% du budget de la Côte d'Ivoire. Voilà. Ouais. Donc, vous voyez bien que les questions environnementales sont des questions sérieuses aujourd'hui. Et on voit les répercussions sur
le climat, les évolutions climatiques, on voit bien aujourd'hui les tendances. Il fait chaud dans la journée et puis le soir, il pleut. Tous ces dérèglements climatiques-là sont dus à tout ce qui est donc, production de gaz à effet de serre. Et ça, ce sont des études scientifiques qui démontrent que tout ce qui est gaz à effet de serre contribue à perturber donc, le climat, donc à avoir des effets sur le changement. À l'échelle de la Côte d'Ivoire, vous n'irez pas. Allez-y, terminez. Donc, je disais que c'est vrai qu'à première vue, les sanctions sont importantes, mais c'est dû essentiellement au fait que c'est une question fondamentale, puisqu'elle touche, n'est-ce pas, la vie des hommes. C'est vrai. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a de nouvelles maladies qui naissent, le climat est perturbé, même cela peut entraîner, n'est-ce pas, une pauvreté à l'horizon 2030. Il y a des évaluations qui ont été faites qui montrent qu'en Côte d'Ivoire, plus de 1 630 000 personnes vont basculer dans la pauvreté si rien n'est fait. Donc, ce sont des questions parce qu'on aura moins de terres arables. Voilà. Et on sait que notre pays repose sur l'agriculture. Donc, l'économie repose sur l'agriculture. Donc, on est obligé de prendre des sanctions assez importantes, n'est-ce pas, conformément à nos engagements internationaux. D'accord. Voilà. Alors, c'est vrai que la Côte d'Ivoire n'ira pas jusqu'à 10 000 milliards d'amendes, mais j'ai vu quand même que le texte prévoit une amende pouvant atteindre 1 000 milliards de francs CFA avec des obligations d'indemnisation, d'indemnisation autant pour moi, et des coûts de mise en conformité. C'est ça. D'accord. Donc, effectivement, c'est vrai que la tendance au niveau international est beaucoup plus forte, mais nous sommes encore à une échelle où, n'est-ce pas, nous n'avons pas atteint ces chiffres-là. Donc, qu'est-ce que vous déplorez le plus dans la vie quotidienne? Qu'est-ce que vous constatez qui, de votre point de vue, est un comportement qui est loin d'être un comportement citoyen et qui est un comportement même ennemi, d'ailleurs, de l'environnement? De votre propre observation, déjà, vous, en tant qu'individu. Bon, alors, les exigences, elles sont nombreuses. Mais par rapport, par exemple, aux entreprises, par rapport aux individus, voilà. Donc, je peux m'arrêter sur ces 2 points. Par rapport aux entreprises, c'est celles, par exemple, qui polluent. Pour s'installer en Côte d'Ivoire, il faut faire une évaluation environnementale pour voir si le projet, n'est-ce pas, est conforme aux exigences environnementales. Mais certaines entreprises ne procèdent pas, ne font pas les évaluations environnementales, de sorte qu'elles s'installent et elles polluent. À partir de ce moment, elles mettent en danger la vie des personnes. Donc, on a besoin d'avoir, je veux dire, un comportement responsable. D'accord. Mais également au niveau des citoyens. Je l'ai indiqué tout à l'heure, à une échelle plus petite, on urine, c'est-à-dire dans des lieux publics. L'espace est bien nettoyé, mais bon, on urine là, on jette des ordures. Quelquefois, c'est même des véhicules d'un certain luxe. Quelquefois, les gens ils baissent les vitres. C'est cela. Et puis, ils jettent des ordures. C'est cela. Voilà. Donc, ça a toujours existé. Pourquoi ça va s'arrêter maintenant? Oui, mais c'est par la sensibilisation, par l'éducation, n'est-ce pas, qu'on peut y arriver. Ailleurs, d'autres pays l'ont réussi, donc ici, on peut le faire. Parce qu'au niveau des politiques, il y a au moins deux options. Il y a la contrainte. Donc, ça veut dire que celui qui ne respecte pas, il sera sanctionné. Mais il y a également l'éducation, la sensibilisation. Il y a l'incitation. Et le Code prévoit des mesures incitatives pour les entreprises qui respectent l'environnement. C'est cela. Voilà. Et pénalise donc les entreprises qui ne respectent pas. Cette année, je crois qu'au niveau du ministère, le ministre a organisé, n'est-ce pas, un prix pour, en tout cas, récompenser ceux qui respectent, n'est-ce pas, les mesures environnementales. Mais j'ai l'impression que ceux qui ne respectent pas sont beaucoup plus nombreux, sont peut-être 1000 fois plus nombreux que ceux qui respectent. Voilà. Je vais lire quand même ce passage important dans le préambule, le texte qui présente donc le contexte de ce nouveau code environnemental. Vous dites, et je cite, « Après plus de 2 décennies d'existence, il a été observé avec une certaine inquiétude que la loi numéro 96-766, promulguée le 3 octobre 1996 et portant sur le code de l'environnement, ne répondait plus de manière adéquate aux défis actuels liés aux enjeux environnementaux. » Vous parlez d'une certaine inquiétude. Si ça n'a pas marché pendant 2 décennies, pourquoi ça va marcher fondamentalement cette fois alors que vous utilisez les mêmes armes, les armes de la sensibilisation? Parce que plusieurs ministres se sont succédés, ont utilisé d'abord l'arme de la sensibilisation, ensuite de la coercition.
les résultats sont quasiment les mêmes. Pourquoi ça va changer cette fois? Vous avez bon espoir? Pourquoi? Oui, nous avons bon espoir parce que nous pensons que les citoyens évoluent, les populations évoluent. Et nous pensons qu'on ne peut pas être défaitiste, hein, on ne peut pas être pessimiste. Et donc, nous avons espoir que, n'est-ce pas, les populations vont respecter ces nouveaux textes-là. J'avais posé la même question à la ministre Anne-Désirée Oloto. Elle m'avait dit oui, non, vous savez, les Ivoiriens vont comprendre, il faut sensibiliser et tout. Bon, ça n'a pas changé. Si, mais je pense qu'il faut insister. Est-ce qu'il ne faut pas la chicote à un moment? Vous ne pensez pas? Non. Non, je pense que... C'est une image. Quand je parle de chicote, est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment, il faut qu'on passe de la parole, de la sensibilisation, à des choses beaucoup plus sévères? Oui, mais c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Ça dit faire fermer une entreprise et on médiatise, on dit cette entreprise vient d'être fermée, elle doit payer 50 milliards d'amende, par exemple. Ça va peut-être amener les autres à réfléchir, non? Oui, mais tout cela est prévu effectivement par le texte. C'est-à-dire que le ministre, il a même déjà pris, hein, en tout cas, des dispositions pour fermer les entreprises. Nous avions fait une mission dans la zone de Guitry, d'Ivo, pour fermer des huileries, n'est-ce pas, qui polluaient. Maintenant, le code dit qu'il peut également publier les décisions qu'il prend. C'est cela. Donc, il y a des mesures, des sanctions administratives, mais il y a également des sanctions pénales. Donc, vous voulez mon avis? Je pense qu'il faudrait les publier. D'accord. Sinon, on a l'impression que rien n'est fait, alors qu'à la vérité, il y a des choses qui sont faites. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. On va recevoir un autre invité qui, lui, est beaucoup plus concret. C'est un professeur. Merci de l'accueillir. Professeur. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. 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 Alors, nous parlons ici de l'environnement, n'est-ce pas? Oui. Alors, vous savez aujourd'hui qu'il y a tellement de codes partout, hein, code de la route, code du travail, maintenant code de l'environnement. Ah ben l'environnement c'est quoi? Ah ben c'est tout ce qui nous entoure, hein, c'est tout ce qui nous entoure, mais par contre il faut préserver l'environnement. Parce qu'il y a de nouvelles sections qui sont, sanctions plutôt, qui sont arrivées. On parle d'abord de l'air. L'air qu'on respire. Alors, pourquoi des sanctions? Alors, si votre ami à côté de vous se sent mal à cause de votre comportement, alors vous serez sanctionné. Par exemple, on est dans un ascenseur, c'est bloqué. Quand c'est bloqué, ben, vous savez qu'il y a des difficultés à respirer. Eh bien, tu regardes ton voisin, il a des narines généreuses, là. Eh bien, quand c'est comme ça, ben, là, il peut être sanctionné, parce que là, l'air ne suffit plus. Alors, pour ceux qui ont des narines généreuses, la conduite à tenir, c'est de fermer un et de permettre aux autres de pouvoir respirer un peu. Voilà. Parlant de l'air, il y a un truc qui se passe un peu dans la commune, de presque toutes les communes qui me taraudent, qui me tirent l'épine un peu là. Professeur. Oui, mais c'est le professeur quand même. Alors, les services d'assainissement, des aspirateurs, des voitures qui passent en plein 15 heures, souvent en plein 13 heures, la poussière un peu partout, ah ben, bientôt vous serez sanctionné. Hein? Vous serez sanctionné. On parle également des déchets toxiques. Il y a plein de déchets, mais toxiques. Généralement, sur la route de Port-Boué, Gonzague, il y a qu'il y a des gens qui font des lavements de ventre. Quoi? Lavement de ventre. Ah bah, les baoulés savent de quoi je parle. Hein? Et ils utilisent des pirigeoires. Donc, bon, à l'extérieur, ils ne connaissent pas, mais ce sont les lavements de ventre. Tu sais que d'ailleurs, c'est à cause qu'on a mis la clôture, là. À Gonzague, là, la clôture. C'est à cause de... Mais maintenant, ils grimpent la clôture. Quelqu'un qui se dirige à 3 km, il court, il saute, et il va au bord de l'eau pour déposer. Ça, c'est... Non, ça sera sanctionné maintenant. Donc, il faut faire très attention. Oui, il faut faire très attention. On parle également de la pollution des eaux. Ah, il y a des quartiers, par exemple, qu'on appelle affectueusement les quartiers populaires. Hein. En saison sèche, ils sont dans la saison pluvieuse. C'est-à-dire, et à tout moment, il pleut. Ah, il pleut. À Bobo, par exemple, il y a un quartier. Ah ben d'abord, excusez-moi. Ah ben là-bas, il y a une rue qu'on appelle Carrefour nauséabonde. Voilà. Bon, ça c'est le bon thème, sinon c'est Carrefour nausée. Et ils savent de quoi je parle. Là-bas, dès qu'il pleut net, les puits perdus disparaissent et ça devient maintenant des puits disparus. Je m'explique. Les tuyaux d'évacuation, on les dirige vers les caniveaux. Vous voyez ce que ça crée déjà.
Et du coup, les caniveaux sont enrhumés. Bah, c'est que vous dites que les caniveaux bouchés, mais chez nous, c'est en thème, voilà. C'est caniveau enrhumé. Et ça, c'est vraiment très difficile. Hein. Vous voyez, ça ne circule pas. Alors, on parle également aussi de la forêt classée. Vous voyez, aujourd'hui, les viandes de brousse. On ne trouve plus trop de viande de brousse parce qu'il y a une loi aussi qui interdit aussi la viande de brousse. Par contre, il y a un monsieur qui a une idée très ingénieuse. Il a un chien baoulé. Lui, il vient, il jette le chien dans la forêt, puisque c'est clôturé, là, il jette. Et il vient à la porte pour dire qu'il a perdu son chien. Et quand il rentre, il sort avec un sylvestre. Il sort avec un Sylvestre. C'est quoi un sylvestre? C'est un autre animal. Civette. Sylvestre quoi? Civette. Ouais, sylvestre, voilà. Voilà. Donc, ils sont avec ça parce qu'il y a une ressemblance entre le chien et voilà. Donc, c'est ça. Donc, mesdames et messieurs, et également les brouteurs aussi. Hein. Faites très attention, les brouteurs. Ouais, oui, on parle de biosécurité. Il faut faire très attention. Vous êtes dedans. Parce que quand vous volez l'argent de quelqu'un, du moment où ça lui fait mal, son visage change, ça y est, vous serez sanctionné. Donc, il faut faire très attention. Maintenant, on ne vole plus l'argent. Hein. 1000 francs même, tu voles, mais ça fait mal aussi. Hein. Voilà, nous sommes en décembre. Il faut faire très attention, mesdames et messieurs. Préservons l'environnement pour notre santé. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur, pour ces conseils pratiques et surtout pour ces cas pratiques. Et l'actualité l'oblige. On a découvert récemment à Kouedo, sur l'ancien site, sur l'ancien dépotoir, des déchets médicaux et tout. Il y a une suite qui a été donnée. Je pense qu'il y a une décision de justice qui a été prise. Les auteurs ont été mis aux arrêts et une amende également qui a été imposée. Ça, c'est intéressant quand même à savoir. C'est la preuve qu'il y a effectivement des choses qui se font. Et je pense qu'on gagnerait tous à médiatiser et à vulgariser ces informations-là. On va marquer notre pause juste derrière. Je vous demanderai tout banalement, qu'est-ce que vous pensez qu'on n'a pas dit et qui est important dans ce code de l'environnement, que tous devraient savoir. Et puis on finira tout ceci en musique avec un duo qui nous visite pour la première fois sur la scène de la télé d'ici. Ce sera dans quelques instants. D'accord. À tout de suite. C'est le dernier virage de cette télévision consacrée en grande partie à l'environnement, au code de l'environnement. On en parle avec Dr Eugène Zagri, il est le directeur des affaires juridiques et du contentieux au ministère de l'Environnement, du développement durable et de la transition écologique. Qu'est-ce qu'on devrait globalement retenir de ce nouveau code? Merci. Ce qu'on peut retenir, c'est que d'un point de vue technique, d'un point de vue juridique, c'est l'un des meilleurs textes. Je le dis parce que je suis point focal du programme 5 de Montevideo qui examine en permanence les textes au niveau mondial. Donc, nous avons fait ce travail et lorsqu'on a procédé à l'évaluation, c'est l'un des meilleurs textes. Maintenant, ce qui est important que nous devons retenir, c'est que nous devons nous approprier ce texte. À partir donc de ces textes, il faut donc nous les approprier pour les appliquer. Et c'est le changement de comportement qui peut nous permettre d'y arriver. D'accord. Tant que nous ne changeons pas de comportement, quelle que soit la multitude de textes, puisque en matière environnementale, nous avons un arsenal juridique, et je pèse mes mots. Mais il faut les appliquer. Donc le défi, c'est l'application des textes et puis la mobilisation des ressources nécessaires pour implémenter la question environnementale. Qui doit les mettre à disposition? Ce n'est pas que l'État de Côte d'Ivoire. Oui, justement, c'est pour cela que nous sommes engagés dans un processus de vulgarisation. Et cette émission est l'un des aspects importants en ce qui concerne la vulgarisation. D'autres émissions vont suivre, n'est-ce pas, pour expliquer, pour mettre à disposition le code, pour aller au contact des populations, pour leur expliquer. Qui a travaillé à l'élaboration de ce code? Ceux qui ont... Les profils? Oui, mais on a l'État, il y a la partie étatique. D'abord, il y a eu un consultant qui a été pris à la partie étatique. Il y a les organisations de la société civile qui ont participé à l'élaboration de ce code. Il y a les ONG, on a les organisations du secteur privé, notamment la CGC. Donc, le processus a été un processus inclusif et participatif. Parfait. Voilà. Docteur Eugène Zagri, merci beaucoup d'être passé nous parler de ce nouveau code de l'environnement. Restez avec nous.
Je sais que tout ce qui est pollution, vous en avez marre, notamment la pollution sonore. Ce qu'on va vous proposer tout à l'heure, ce n'est pas du tout polluant, c'est de la musique pensée. Elle est plutôt originale, cette musique-là. C'est la rencontre de deux musiciens d'horizons divers, d'origines diverses. L'un amoureux de balafon, praticien d'ailleurs de balafon, et l'autre amoureux des compositions électroniques. Ces deux artistes nés vont se rencontrer et produire quelque chose de plutôt original. Leur dernière production date de février dernier. Ce soir, on les reçoit avec beaucoup de plaisir. Ils sont sur la scène de la télé d'ici. Avant tout cela, je dirais, mesdames, on se dit à demain. À demain, Chèque. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura menés jusqu'au terme de cette émission. Innocent, Kempé et Practica sont live sur la scène de la télé d'ici. À demain, take care. Nous sommes lebe anu feso. O kanu mako angana tolo, pangana balimayara, pangana sindiara. Faso, 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 faso le kadanye. Faso, 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 faso le kadanye. Faso le kadanye.
Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.